Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'interaction fondamentale qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de rentrer dans les détails calculatoires, mais juste de vous montrer comment Maxwell a eu une intuition de génie en réussissant mathématiquement à réunir des phénomènes qui physiquement n'avaient apparemment rien à voir les uns avec les autres. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai rapidement du photon pour vous montrer et expliquer un peu ce que peut être un photon, comment on peut se le représenter. Donc le photon, ça sera le boson de cette interaction, et il a la particularité d'avoir une masse nulle. Et comme les bosons de masse nulle, il peut interagir à une distance infinie. La dernière fois, on avait vu que l'interaction faible agissait à très courte distance. C'était principalement dû au fait que ces bosons étaient très lourds, et du coup, ils ne pouvaient pas pénétrer très profondément dans la matière. Ils étaient vite arrêtés. C'est l'inverse pour le photon, qui est une particule infiniment petite. En fait, on se la représente, si on la voit sous la forme d'une particule, comme un point de masse nulle. Donc pour commencer cette vidéo sur l'électromagnétisme, je vais vous parler de différents phénomènes physiques qu'on connaissait, mais dont on n'avait pas l'idée que ces phénomènes étaient interconnectés, étaient tous dus au même phénomène, qui est donc cette interaction électromagnétique. Donc on avait à cette époque-là une idée de ce qu'on appelle le champ magnétique. On savait que par exemple une boussole, ça permettait d'indiquer le nord. On savait que c'était dû au champ magnétique terrestre, que la Terre donc, était pourvue, disposée d'un champ, un champ qui en fait traverse le centre de la Terre, remonte vers le pôle nord qui est au nord de la Terre, c'est pour ça qu'on l'appelle le pôle nord magnétique, entre autres. Et puis ce champ va retomber, redescendre au pôle sud et tourner comme ça. Donc ici vous avez une représentation du champ magnétique qu'on connaissait à cette époque-là. On connaissait l'électricité, on savait faire des ampoules, on savait faire de la lumière. Donc là tout simplement, il suffit de brancher deux fils électriques et de faire monter la tension à l'intérieur d'un bout de métal. On choisit bien le métal de manière à ce qu'il y ait énormément d'échauffement. Et on sait que les corps ont du rayonnement qui est proportionnel à leur température. Et donc si on choisit un métal intelligemment, on va pouvoir, en lui imposant une forte tension, créer beaucoup d'effets Joule, typiquement, de créer beaucoup de chaleur dans ce métal qui va fortement le chauffer. D'ailleurs, on voit qu'il est jaune tellement il est chaud, il change de couleur, et créer énormément de lumière, tout simplement par rayonnement dû à la chaleur du corps. Donc en pratique, ce qu'on choisit, c'est du tungstène, mais peu importe. Et puis on connaît la lumière, alors on savait que ça venait principalement du soleil, on savait que ça pouvait nous éclairer, on savait que ça pouvait nous chauffer, mais on ne savait pas beaucoup plus dessus. Et l'intuition qu'a eu Maxwell, c'est de sentir qu'il y avait des phénomènes à la fois électriques, comme ici, magnétiques, comme ici, et un peu inconnus, comme la lumière. On ne savait pas trop ce que c'était, et l'intuition, il a été de réaliser des équations qui pouvaient expliquer ces trois phénomènes, et l'important, ça a été ici l'idée de coupler ce qu'on appelle le champ électrique, grand E, et le champ magnétique, grand B. Alors sans rentrer dans les équations de Maxwell qui sont un peu développées mathématiquement, l'idée générale c'est de voir que E va varier, en tout cas une certaine composante de E qui est une certaine dérivation dans l'espace, mais peu importe, va varier en fonction du temps, et de même pour le vecteur B qui est le champ magnétique, va varier en fonction de la variation du champ électrique dans le temps. Et puis, une autre chose fondamentale dans les équations de Maxwell, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler si je vous parle de la relativité restreinte, et c'est de là qu'est venue l'intuition d'Einstein de la relativité restreinte, c'est qu'il y a quelque chose qui intervient, qui est fixe, quel que soit le référentiel dans lequel on va poser ces équations. Si on change de base d'espace, si on change de base de temps, peu importe, il y a quelque chose qui est fixe, c'est ces deux constantes, μ0 et ε0, en tout cas dans le vide, parce qu'en fait μ0 et ε0 dépendent du milieu dans lequel se trouve l'onde, et μ0 fois ε0, en fait c'est 1 sur c carré, donc 1 sur la vitesse de la lumière au carré. Et en fait on voit très bien dans ces équations qu'ici, même si on change le référentiel, du fait que ce n'est pas directement lié à l'intérieur des vecteurs, qui vont être dérivés, etc., et juste en multiplication, ce terme-là va rester le même, quel que soit le référentiel choisi. Et en fait, c'est la base de la mécanique, en tout cas de la relativité restreinte, qui dit que quel que soit le repère qu'on va choisir, qui va être un repère d'espace-temps, puisque le temps et l'espace sont intriqués en relativité restreinte, on a une constante fondamentale qui est la vitesse de la lumière. Et ça vient en fait de ces équations de Maxwell. Alors donc ce champ électromagnétique, donc ce champ électrique E et ce champ B, on voit ici qu'ils sont intriqués, et en fait ils sont beaucoup plus intriqués qu'on pourrait le penser, puisqu'en fait ils sont tout simplement de même fréquence,
et perpendiculaires l'un à l'autre. Alors ils sont reliés aussi par une longueur d'onde, donc une longueur d'onde c'est une caractéristique qui est indirectement liée à la fréquence et à la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. Et en fait ça correspond à une certaine distance caractéristique de déplacement dans le milieu. Plus la longueur d'onde sera grande, plus l'onde pourra parcourir une grande distance dans le milieu. Plus elle sera courte, plus elle sera rapidement arrêtée. Voilà, en quelque sorte. Alors, le champ magnétique, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Terre, et on peut faire des expériences assez facilement et assez intéressantes pour s'en rendre compte. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un aimant, donc il y a un pôle nord et qui a un pôle sud, exactement comme notre Terre, et on prend des aimants qui ont des pôles, on va dire, plus puissants pour rendre l'expérience facile. On peut les poser sur une table, et autour de ces aimants, on va disposer aléatoirement de la maille métallique, de la ferraille toute petite, toute fine, tout simplement de la poussière de métal si vous voulez. Et l'idée c'est que du fait que c'est du métal, c'est fortement magnétisé puisqu'il y a facilement de l'attraction qui peut se faire et des électrons qui peuvent se déplacer dans ce métal. Et donc les particules de métal vont s'orienter de manière à suivre le champ magnétique. Donc du pôle nord, passer à travers le pôle nord, ici c'est bloqué du fait qu'il y a l'aimant, remonter, hop, et repartir vers le pôle sud. C'est exactement la même chose qui se passe sur le champ magnétique terrestre. Donc si je vous fais apparaître la Terre qui tourne, vous avez ce champ, avec ici l'indication de la boussole, hop, et on voit le champ qui tourne comme ceci. Sachant que, à noter tout de même, le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique ne sont pas exactement pareils. Le pôle nord géographique est lié à la position de la Terre qui est un peu inclinée dans son plan de rotation et qui est une sphère. Le pôle nord magnétique, lui, est juste lié au champ électromagnétique créé par la Terre, donc ils sont légèrement désaxés l'un par rapport à l'autre. Donc il faut savoir qu'une boussole n'indique pas exactement ce qu'on appelle couramment le nord, qui est le nord géographique. Alors je vais vous parler maintenant de ce champ en question, puisque vous avez compris que la lumière, entre autres, et tous ces phénomènes étaient dus à ce champ électromagnétique, à cette interaction électromagnétique, qui est tout simplement un champ de vecteurs de fréquences données. Et ces fréquences, donc, on a ici une arborescence des fréquences, et on peut diviser, en fait, les ondes électromagnétiques en fonction des fréquences, et donc également, comme je vous l'ai dit, de leur longueur d'onde, et également de leur énergie, puisqu'en fait, Planck a démontré, et c'est très malin de sa part, parce que c'était pas si simple que ça, que l'énergie d'un photon, c'est lié à sa fréquence multipliée par une constante, donc on appelle la constante de Planck, peu importe sa valeur, et que du coup, plus la fréquence va être importante, plus l'énergie va être grande. Alors pourquoi c'était pas si évident que ça? Sans rentrer dans les détails, c'est principalement dû au fait que la vision de l'énergie qu'on avait, c'était E égale mc2, et la masse d'un photon, en fait, elle est nulle, et pourtant il a de l'énergie, le champ électromagnétique transmet de l'énergie, c'est assez évident puisque c'est lui qui nous chauffe, via le champ électromagnétique transmis par le Soleil. Alors on se rend compte que dans les très basses fréquences, donc à 0 Hz, c'est ce qu'on appelle du courant continu, on a les lignes de puissance électrique qui sont autour de 50 Hz de fréquence. Ça, vous devez le savoir, en France, le courant électrique que vous avez, donc qui est le courant fourni par EDF quand vous branchez un appareil électrique, c'est du 50 Hz. Puis vous avez tous les appareils électriques qui utilisent, disons, des connectiques ondulatoires, donc typiquement la radio, les radars, les téléphones, y compris les fours à micro-ondes qui utilisent des ondes, comme leur nom l'indique, qui ont des gammes d'énergie de plus en plus importantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondes utilisées régulièrement, donc ce qu'on appelle les hautes fréquences. Et puis, ensuite, on a quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus et qui est peut-être un peu magique. On a les infrarouges dont on entend souvent parler, puisqu'en fait, il s'agit d'un rayonnement qu'on voit particulièrement bien la nuit quand on n'a pas de lumière visible. On peut utiliser des lunettes spécifiques qui permettent de détecter les infrarouges, parce que la nuit, quand le soleil n'est pas là, on n'est pas éclairé par des photons d'énergie donnés de la lumière visible, mais par des photons d'énergie un peu plus faibles, qui sont des photons infrarouges, et ça, c'est dû à ce qu'on appelle le rayon cosmologique, le rayon cosmique diffus, et en fait, ça revient à l'origine du Big Bang, mais j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Mais peu importe. Il y en a ensuite le rayonnement ultraviolet, donc qui est connu pour être dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie un peu supérieure à la lumière visible, et une partie des rayons ultraviolets parviennent à traverser l'atmosphère. Je vous ai expliqué qu'en fait la fréquence c'était lié à la chance ou pas qu'il y ait des interactions. Vous avez compris que plus la fréquence est haute, plus il y a des chances d'avoir des interactions. Et donc des rayonnements de très haute fréquence, en fait ils ne vont pas être arrivés sur Terre, ils vont être arrêtés par l'atmosphère. Mais une partie du rayonnement
l'ultraviolet parvient pas à traverser l'atmosphère et arrive sur Terre, et c'est ce qui nous brûle l'été quand on met pas de crème solaire. Et puis il y a les rayonnements plus importants, qui sont les rayonnements typiquement utilisés dans ce qu'on appelle la radioactivité. Donc d'abord les rayonnements X, qui sont ce qu'on utilise pour faire des radios, puis les rayonnements gamma, en fait typiquement c'est les photons qu'on émet lorsqu'on fait des réactions nucléaires, par exemple dans une centrale. Alors pour aller un peu plus loin sur le comportement des photons, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et alors pourquoi on se doutait que la lumière c'était une onde, la lumière visible, puisque c'est la seule qu'on connaissait réellement, on n'avait pas trop d'idées à cette époque-là de tous ces phénomènes-là, et encore moins de ceux-ci, mais peu importe, revenons à la lumière visible. Pourquoi on se doutait que c'était une onde? Parce qu'on avait fait une expérience qui s'appelle l'expérience des fentes Young, et ça, c'est très simple, en fait vous émettez de la lumière, et puis vous mettez un mur, et vous faites deux petits trous. Et en fait on va se rendre compte que si la lumière c'était une particule entre guillemets classique, elle passerait soit par un trou, soit par l'autre, elle taperait contre le mur, et en fait on aurait juste deux bandes, une bande correspondant au premier trou, et une bande correspondant au second trou. Et puis il n'y aurait pas de lumière ailleurs. Et en fait ce qu'on se rend compte, c'est que la lumière, à partir de ce point, elle va être émise à partir d'un certain vecteur d'onde de base. Elle va se décomposer en deux vecteurs d'onde partant des deux nouvelles sources, qui sont ces deux nouveaux petits trous. Et ces deux nouvelles sources, elles vont interagir entre elles, de manière à certains endroits à créer une onde constructive, et à certains endroits à créer une onde destructive, en fonction de est-ce qu'elles sont en phase à ce moment-là ou pas. Et donc, la résultante de l'onde, de ces deux nouvelles sources d'onde, elle est ici. Et c'est tout simplement la lumière que vous allez voir au mur. Donc là où il y a des pics, vous verrez de la lumière, puis là où il y a des creux, il n'y a quasiment aucune lumière, vous n'en verrez pas. Donc on se rend compte qu'en partant d'une fonction d'onde phi, on obtient sur le mur une fonction d'onde phi1 plus phi2, avec phi1 une espèce de nouvelle source au premier trou, et phi2 une espèce de seconde source. Donc exactement comme si la lumière était une onde, et non pas une particule où on aurait deux bandes. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble sur le mur, ça ressemble à ça. Vous avez au centre la principale interaction, là où vous avez les maximums, et puis sur chaque côté un peu de lumière de phi1 et un peu de lumière de phi2. Et puis vous avez bien les bandes noires espacées régulièrement, qui sont principalement et uniquement d'ailleurs dues à la fréquence en fait ici. Puis vous voyez en fait que c'est moins lumineux parce que ici il y a moins de lumière qui arrive dans la mesure où il n'y a pas les deux ondes en même temps qui viennent taper le mur mais une seule. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ce qui nous a donné l'idée que les photons en fait c'était une onde et non pas une particule. Alors si vous avez un peu suivi certaines vidéos précédentes, vous pouvez vous douter que c'était une onde dans la mesure où c'est une particule quantique, et qu'en quantique, il n'y a pas vraiment de petites particules physiques. Tout se comporte plus comme, disons, quelque chose capable de se propager. Un peu comme une onde, mais c'est encore un peu différent. Alors, pour aller plus loin, je vais rapidement essayer de vous expliquer pourquoi le ciel est bleu, le soleil est jaune, et le soir, au coucher du soleil, il est rouge, le soleil, et le ciel est plus sombre. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène de ce qu'on appelle de la diffraction. Alors je pense que vous avez tous déjà vu un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est qu'un arc-en-ciel? C'est de la lumière qui arrive et qui est décomposée en toutes les couleurs que contient la lumière blanche. Alors si vous voulez faire ça vous-même, il suffit de prendre un prisme. En fait, c'est exactement ce que vous avez en haut de ma chaîne. Vous avez un prisme qui décompose la lumière blanche en toutes les couleurs différentes sur mon nom. Et donc, ce prisme, ici, il est créé par les différentes particules de l'atmosphère. Les particules d'eau en particulier, les plus efficaces, et puis les particules de poussière. Et ce qui se passe, c'est que selon la longueur d'onde, vous voyez que la lumière, elle va être déviée différemment. Et en particulier, la lumière rouge, elle n'est pratiquement pas déviée. La lumière rouge pour les plus faibles énergies. Si vous voulez reprendre un graphique, vous vous rendrez compte que c'est les plus faibles énergies qu'on peut voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle l'infrarouge, en dessous du rouge. Et la lumière bleue, violette, les plus fortes énergies, l'ultraviolet, plus puissant que le bleu, elle a beaucoup plus de chances d'être déviée, parce qu'elle a une plus grande fréquence. Je vous ai expliqué que plus la fréquence est grande, plus il y a de chances d'interaction. Donc ce qui se passe, c'est que le bleu va souvent être dévié dans l'atmosphère et interagir sur des particules d'eau, être envoyé dans des directions perpendiculaires, plus ou moins, au déplacement de la lumière. Ça, vous le voyez. Puis ensuite, le vert va être dévié, puis le jaune, etc., etc. Et ce qui se passe donc, c'est que quand il y a une atmosphère qui n'a pas un volume énorme, parce qu'on est face au soleil, que la lumière traverse directement, il n'y a quasiment que le bleu qui a le temps d'être dévié. Et du coup, tout ce bleu dévié va nous donner l'aperçu à nous que le ciel est bleu, parce qu'il
il y a de la lumière bleue qui a été déviée dans toutes les directions au-dessus de nous, et la lumière qui arrive, c'est celle qui est après le bleu, parce qu'il y a une partie du vert qui est déviée aussi, c'est du jaune. Donc nous, quand on regarde le soleil, on voit le soleil jaune et le ciel bleu, puisque la lumière a été diffractée. Et si on prend la lumière blanche en fait et qu'on y enlève ce bleu, il reste plus ou moins du jaune. Par contre, le soir, quand le soleil est bien plus éloigné que nous, il s'éloigne en réalité, c'est nous qui tournons autour de la Terre, mais pour expliquer ça plus simplement, on va dire que le soleil tourne autour de la Terre. Il s'éloigne comme ceci, et on arrive au moment du coucher du soleil, qui peut être plus ou moins représenté ici, et on voit qu'en fait, la surface ici, à parcourir, vous pouvez prendre le rayon, il est plus grand ici qu'ici. Et donc en fait, il va y avoir plus de déviations lumineuses qui vont avoir lieu, il y a plus de chances que les rayons, disons, interagissent et soient diffractés, et donc tout le bleu va être diffracté, tout le vert va être également diffracté, une partie du jaune va être diffractée, en fait ce qui va rester dans comme lumière, c'est du rouge. Donc on va voir ce soleil assez rouge, ce ciel un peu rougeâtre autour du soleil, et puis autour de nous le ciel sera moins bleu mais plus sombre, plus gris, parce que ça sera un mélange en fait de cette lumière verte et bleue qui a été mélangée, qui a été diffractée dans le ciel. Et nous, en fait, ce qui arrive à nos yeux, donc c'est du rouge, donc la lumière qui reste, qui n'a pas pu être diffractée. Donc, une fois qu'on a enlevé le bleu, le vert, une grande partie du jaune, etc. Ce qui explique que le soir, on voit un soleil assez rougeâtre, avec autour de lui quelques petits ondulés orangés rouges, et un ciel assez grisâtre. Et enfin, avant de finir, je vais rapidement essayer de vous montrer comment on peut voir un photon. Donc la vision classique qu'on en a, c'est cette particule, et je vous ai dit que ce n'était pas vraiment une particule, c'était pas non plus vraiment une onde, mais qu'on peut, en fait, selon l'utilité qu'on en a, le voir comme une particule et comme une onde. Donc ce photon sous forme de particule, si j'essaie de le représenter sous forme d'onde, en fait, exactement, c'est plutôt ça. Et alors, donc c'est une image en anglais que j'ai récupérée, mais on sait qu'il se déplace à une vitesse c, dans le vide. En fait, ce que je vous ai un peu caché ici, c'est que le photon, c'est sa propre antiparticule. Donc c'est le boson vecteur d'interaction électromagnétique à la fois pour la matière, que nous connaissons, dont nous sommes constitués, mais également l'antimatière. Et pour qu'il soit vecteur d'information pour l'antimatière, il faut qu'il soit à la fois matière et antimatière. Comme on avait vu que le gluon avait une charge de matière et une charge d'antimatière, le photon c'est exactement la même chose. Il a une espèce de corde ondulatoire de matière, ici en rouge, et une espèce de corde ondulatoire d'antimatière, ici en bleu, et ces deux sont intriqués et forment l'onde générale, qui est l'onde du photon, et qui va permettre d'interagir directement avec la matière et l'antimatière, de telle sorte que le photon, qui est sa propre antiparticule, va pouvoir interagir à la fois avec les particules chargées de matière, telles que les électrons, et les particules chargées d'antimatière, telles que les positrons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va essayer de s'attaquer à la gravitation, ça sera sans doute beaucoup plus complexe. Si vous avez des questions sur l'un des phénomènes qu'on a vu notamment à la fin, n'hésitez pas dans les commentaires.